Il me poursuit, il me chasse. Je suis vraiment nerveux. Mon Dieu, si seulement je pouvais amener le camion ici. Il attend depuis 6 heures, hier soir. Je suis à la fois embarrassé et amusé de vous montrer ces images. Salut, je m'appelle Sean Overton et je veux transformer mes 130 hectares en une forêt désertique. Je possède ce terrain depuis presque exactement 1 an. C'est mon 11e voyage sur cette propriété et, en venant ici toutes les 4 à 6 semaines, cela me donne une très bonne idée de la façon dont ce paysage change avec le temps, la température, les précipitations et tout ce qui se passe ici. Dans cet épisode, je conduis près d'une falaise de 12 mètres, risque d'inonder mon moteur et aide à sauver un homme coincé 18 heures dans la boue. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette propriété qui est l'endroit le plus isolé de l'État du Texas où l'on peut se rendre en voiture. Je suis juste à l'endroit où la route s'arrête, littéralement. Pendant que vous regardez cet épisode, pensez à qui pourrait apprécier cela, afin qu'à la fin de la vidéo, si vous trouvez que ça en vaut la peine, vous partagiez le lien avec une personne que vous connaissez et qui apprécierait aussi cet épisode. Allons-y. Voici une carte topographique de la propriété. Carte complète des 130 hectares. Il n'y a vraiment que 3 façons potentielles d'y accéder. Je pourrais conduire par-dessus les montagnes d'Indio. Je pourrais passer par les montagnes Eagle ou bien contourner les montagnes Eagle en passant par Sierra Blanca. Le premier itinéraire sur lequel je me suis vraiment concentré est le plus court et c'est celui que Google Maps m'a suggéré. Si je disais ne pas être nerveux, je mentirais. Je n'ai jamais fait de conduite hors route. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience. Cette route tout là-haut à l'horizon, sur la colline, c'est clairement là où je me dirige. Et pour la plupart du temps, je ne vois aucune chance que ça change par rapport à ce que je vis en ce moment. Je suis à moitié embarrassé et à moitié amusé de vous montrer ces images de moi en train d'apprendre à utiliser le Tacoma. C'est un excellent véhicule, mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce dont il était capable. Et à ce moment-là, ce n'était même pas mon camion. C'était celui de mon père avant que je ne le lui achète. Je ne pense pas que mon camion va réussir ça. Passe par ici. Et ça devrait aller pour moi. Je panique parce que je suis un peu nerveux. Quand je me regarde traverser ce processus d'apprentissage, c'est tellement douloureux. J'ai juste envie de crier à la caméra, genre « Oh mon Dieu, je ne savais clairement pas ce que je faisais. » Tu cries « Yeah !» ou fais un cri quand tu fais un truc cool, alors que moi, je ressens juste du soulagement. Je sais à quel point je suis foutu. Si je reste coincé ici, je veux juste que tout ça finisse vite. En descendant ces routes, je commence juste à serpenter à travers les montagnes, à traverser des plaines, puis je commence à grimper, à prendre de l'altitude. J'étais juste à côté d'un mur sur la montagne à ma gauche, et à ma droite, il y avait une falaise de 12 mètres. Et alors que je monte la pente raide, c'est de l'éboulis. Et je sens l'arrière du camion commencer à déraper, et je panique. Je savais que la solution était de passer en 4 roues motrices basses, mais quand j'ai fait ça, le camion s'est mis à biper. Je pense que je suis vraiment dans de beaux draps. J'ai essayé de passer complètement en 4 roues, motrices en basse, et je glisse, je dérape, c'est incroyablement raide, et je n'arrive pas à monter. Je ne savais même pas activer les 4 roues motrices basses. J'ai interprété le bip comme un signal pour me dépêcher, utiliser les 4 roues d'arme motrice basse quand j'en ai besoin, puis repasser en haute. Mais à ce moment-là, tout ce que ça a vraiment fait, c'est augmenter ma panique. Maintenant, je suis vraiment nerveux. J'entends ce bip. Le camion fait des embardées et il y a une falaise abrupte à peut-être 1,50 m sur la droite. Ce n'était même pas 1,50 m, plutôt 60 ou 90 cm. J'essaie donc le mode 4 roues de motrice en vitesse basse. Ça ne marche pas parce que je ne l'ai pas utilisé correctement. Et littéralement, ma seule option est de reculer. Si je peux juste descendre là-bas, sur ce terrain plat, je pense que ça ira. Bon, ce n'est pas vraiment si grave que ça, mais le manque de contrôle et le danger ont vraiment fait exploser mon anxiété. Donc j'essayais de m'assurer de mettre le camion dans la meilleure position possible,
sachant que je ne maîtrise pas vraiment ce véhicule et que je dois minimiser les risques de faire une erreur catastrophique. Avant, j'étais intimidé, mais aujourd'hui, je trouve ça drôle car je le traverserai sans hésiter. Le bon côté, c'est que le paysage était incroyable. Bon, j'ai réussi à faire demi-tour avec le camion. D'un autre côté, vue plutôt incroyable. J'espère ne jamais revoir cette vue. J'en ai fini, prêt à retrouver le bitume et les chemins tranquilles. Ça me suffit. J'étais nerveux à l'idée de revenir, alors j'ai décidé de ne pas faire demi-tour. Je vais juste continuer. C'était une très mauvaise idée. Si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu connais déjà le chemin que tu as pris. Je me suis lancé dans une nouvelle aventure inconnue, et cette route n'en finissait pas, elle continuait encore et encore. Je suis si près de la route, je n'arrive juste pas à comprendre comment traverser ce petit grillage barbelé. Je suis tellement frustré. Bon, ça fait environ 1 heure que je conduis. Je suis toujours sur des routes en terre depuis que j'ai fait demi-tour. Ma punition, rester sur cette route jusqu'à retrouver du goudron. Mais Google Maps est totalement peu fiable. Je n'ai aucune idée de quand ça va arriver. Mais au moins, je vais dans la bonne direction, je suppose. Ce qui m'a sauvé, c'est de passer en voiture près de la maison d'un local. Je suis à 1 heure de route sur des chemins de terre à ce moment-là, et ça passe justement devant la maison de ce gars. Il monte dans son camion et se lance à ma poursuite, clairement en train de me suivre. Et je savais que c'était probablement le propriétaire. Je ne suis pas censé être sur ces terres, et il veut savoir pourquoi je suis là. Alors je m'arrête immédiatement et je ne lève pas vraiment les mains, mais je les garde bien visibles, comme pour dire « Hé, je ne te menace pas et je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de mal. » Il s'est calmé en une trentaine de secondes. Il voulait juste vérifier que je ne lui causais pas de soucis. Il a eu la gentillesse d'ouvrir la barrière pour moi, afin que je puisse retourner sur la route 90, et il m'a montré à l'arrière du camion. Il m'a dessiné une carte dans la poussière. Traverser 2 chaînes de montagnes était inutilement compliqué. Jusqu'où serais-je allé et à quel point j'aurais pu m'enfoncer avant de faire demi-tour. Ça aurait vraiment pu mal tourner. Je suis ravi d'avoir fait demi-tour. Plus tard, j'ai rencontré le shérif du comté de Hudson, le shérif West, et à l'époque, j'amenais du matériel lourd. Et au lieu de prendre le chemin de Sierra Blanca, il m'a suggéré de revenir sur mes pas jusqu'à Van Horn et de descendre par Green River Road, la même route que le monsieur avait dessinée pour moi sur la couverture poussiéreuse de mon pick-up. Ce qui est ironique et amusant pour moi, c'est qu'il m'a renvoyé à cette station de recherche. La direction que je suis censé prendre mène bien à la station de recherche, juste par un autre chemin. Quand je suis arrivé, le portail était fermé à clé. Après quelques mois, j'avais noué une relation avec le professeur Mata Silva, et je lui ai demandé la permission de traverser l'IMRS pour rejoindre le ranch d'Ustups. La route de Van Horn jusqu'au portail de l'IMRS est en fait plutôt bonne. Elle doit faire 20 à 25 pieds de large et elle est aussi lisse qu'une route en terre peut l'être. La route est si bonne qu'il y a un distributeur automatique sur le trajet. « Monsieur, pouvez-vous m'aider ? J'essaie de retirer de l'argent au distributeur, mais ça ne marche pas. » Je crois qu'il y a un problème. Nous nous sommes arrêtés devant la barrière et j'ai ressenti la même anxiété. C'est une barrière fermée à clé et j'ai conduit pendant 1 heure sur cette route. Mais le professeur Mata Silva, j'ai réussi à le joindre. Il nous a retrouvés à la barrière et nous a escortés jusqu'à la station de recherche à environ 5 km. C'était agréable d'avoir quelques minutes pour discuter avec lui et mettre un nom sur un visage. Nous correspondions depuis quelques mois, donc c'est toujours agréable de rencontrer les gens en personne. Le paysage tout au long du trajet est très comparable à la vue spectaculaire derrière moi. Tout le monde commence de bonne humeur en découvrant des paysages exotiques et des terrains que vous n'avez jamais vus auparavant. Le premier obstacle significatif que nous avons rencontré était des broussailles, mais cela n'a pas empêché les véhicules de passer. C'était la réalité de la location d'une voiture. J'avais mon Tacoma avec moi, mais les amis de la famille qui venaient avec nous ont dû louer une Jeep. Lorsque nous avons rencontré les broussailles, nous voulions éviter autant de rayures que possible. Nous sommes sortis des véhicules et avons essayé de naviguer aussi prudemment que possible pour éviter les broussailles épineuses. Nous avons ensuite atteint une portion de route inempruntée depuis 10 ou 20 ans. Nous avons ce fourré qui bloque la route. La végétation était tellement dense que même si je voulais faire passer mon Tacoma à travers,
ça aurait rayé la peinture jusqu'au métal. La seule façon de descendre est de risquer de traverser tout cela en voiture, ce qui paraît une très mauvaise idée. Je n'avais pas de place dans le camion pour la tronçonneuse. Maintenant, nous devons envisager la possibilité de faire demi-tour pendant 4 heures pour aller en ville, et ne même pas réussir à revenir ici où... Est-ce qu'on prend le risque de crever des pneus et de rayer des véhicules qui ne sont même pas à nous? Le chemin à travers cette broussaille dense était littéralement le seul passage. Tout le reste était recouvert de figuiers de barbarie, de cholas, d'ocotillo. Donc je savais que je risquais vraiment de crever un pneu si j'allais ailleurs que sur la route. Et puis, la descente dans le canyon, dans le meilleur des cas, faisait 1 pied et demi, 2 pieds d'eau de profondeur. Donc même si tu arrivais jusqu'à la berge, tu ne pourrais pas descendre le véhicule sans qu'il touche le fond. Alors on a improvisé. J'ai trouvé les coupe-boulons et on pourra les utiliser pour tailler les plantes qui gênent le passage. Je veux dire, ça marche dans une certaine mesure, mais ensuite j'ai réalisé qu'on allait passer des heures ici à couper des petites branches plus fines que mon petit doigt. Pourquoi ne pas juste arracher les broussailles? N'utilise pas de sangle à cliquer pour de lourdes charges. La bonne façon de faire ces choses, c'est de tirer avec des sangles de remorquage. Le danger avec une sangle à cliquer, c'est qu'elle a un gros morceau de métal dessus. Donc si jamais la sangle à cliquer casse, la pièce métallique risque de partir dans toutes les directions et pourrait blesser ou tuer quelqu'un. Donc maintenant que je suis un peu plus avisé et que j'ai eu 2 expériences avec des sangles à cliquer, j'ai finalement découvert l'utilisation des sangles de remorquage et j'en ai acheté une pour 15 € sur Amazon. La journée se termine. Nous n'atteindrons pas le ranch aujourd'hui, mais nous nous sommes amusés et avons appris. Et si c'est comme ça que je dois finir la journée, en regardant ce genre de paysage, je pourrais tomber bien plus mal. Tout cela me laisse une seule façon d'atteindre le ranch des Dust-Ups, et c'est par la route Bramlett. La route Bramlett est l'un des rares vrais cul-de-sac que je connaisse dans l'état du Texas. Là où la route Bramlett s'arrête, les montagnes Andio rejoignent le Rio Grande, et il n'y a vraiment nulle part où aller. Il n'y a pas de route, elle s'arrête. Ce qui est unique avec cette route, c'est que les migrants l'utilisent comme une sorte de chemin de repère et d'autoroute. Ils ne marchent pas sur cette route, mais restent à quelques centaines de mètres de chaque côté. Ce n'est pas compliqué de traverser le Rio Grande, on voit la piste là-bas, et les vaches ils sont là où les humains apparaissent. Et ensuite, il suffit de marcher ici à travers un petit bosquet et voilà l'Amérique. Si vous êtes intéressé par les histoires de migrants et comment cela affecte le ranch Dust-Ups et mon projet, laissez un commentaire. Nous pourrions en parler dans une prochaine vidéo. En parlant de la route Bramlett, la route elle-même est en très bon état. Ce qui n'est pas en bon état, c'est tout ce qu'il y a autour. La sortie de la route Bramlett vers ma route privée, c'est 5 miles de route horrible. Je veux que vous ressentiez cela. Je roule à 25 km à l'heure. C'est 5 miles de folie et la route est tellement chaoteuse. La saison des pluies aggrave la situation. J'ai vécu ma première inondation avec mon fils de 8 ans. Il était assis à l'avant avec moi et nous étions en route pour rentrer à Sierra Blanca. Les eaux de l'inondation étaient calmes. Je ne mettrai jamais mon véhicule dans des eaux d'inondation en mouvement. Apparemment, ça s'est bien passé en roulant lentement au centre, et on est sur le point de traverser. Je vois des endroits secs sur les bords, ce qui me rassure un peu plus. Lentement et prudemment, c'est la règle du jeu. C'est tellement loin. C'est vraiment loin. Je me sens à l'aise uniquement parce que je me souviens d'avoir conduit dans cette partie et je suis assez sûr qu'il n'y a pas d'ornière ni de portion de cette route qui soit effondrée. Mais tout va dépendre de la profondeur. Parce que les routes que tu prends pour acquises se trouvent au fond d'une plaine inondable qui mène directement au Rio Grande. Tu as ainsi des centaines de milliers d'acres servant de vastes bassins de rétention, puis l'eau s'écoule dans quelques ravines vers le Rio Grande. Je n'aime vraiment pas ça. Plus tard, j'ai parlé à un mécanicien du coin qui m'a dit que le plus gros problème que rencontrent les gens qui ne sont pas d'ici avec les inondations, c'est qu'ils traversent les eaux de crue beaucoup trop vite. C'est vraiment inondé là-bas. Je l'ai traversé en voiture. C'était stupide, non ?
Tu as roulé lentement à travers Extrêmement lentement. et tu vas bien. D'accord. Je prendrai un tuba. Oui, parce que... C'est quand ils foncent à travers et que ça fait jaillir de l'eau à travers le filtre et ensuite on doit aller les sauver. D'accord. Tout le monde n'a pas cette chance. Cody conduisait pour évaluer l'achat d'une propriété locale près de la rivière et il avait prévu d'aller camper, ce qu'il a fait. C'est juste qu'il a campé pendant 18 heures à un endroit qu'il n'avait pas choisi. Comment ça va, mec? Tu veux que je remorque ça à travers des trucs comme ça? J'ai des sangles à cliquettes. Ça ira! Il s'appelle Cody et il vient ici pour exactement la même raison que moi il y a 9 mois, acheter un terrain. Eh bien, où vas-tu? Je visite des terrains d'ici. D'accord, c'est près de la rivière. D'accord, je crois que je vois où tu veux en venir. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller avec ce truc, mais si les routes ne sont plus inondées, ça ira. Les routes sont-elles si mauvaises là-bas? C'est extrêmement mauvais. Teji, qui c'est mon beau-frère, on a pu s'arrêter et l'aider à se sortir de la boue. Il n'avait pas de véhicule à 4 roues motrices et quand il a dérapé, il n'avait aucun moyen de se sortir de là. Je pense que j'aurais pu passer au milieu. C'est tout rocailleux, avec de la boue très épaisse à cet endroit. Mais j'ai vu toute une trajectoire. Non, en fait, t'as eu pas mal de chance parce que ça descend beaucoup à cet endroit-là. Oh, je veux dire, j'allais tout droit et puis hop! Oh, la boue. Je veux dire, je ne voulais pas aller par là. Je ne pensais pas, ouais. Je ne sais pas si j'irai là-bas sans 4 roues motrices. Ouais, je t'ai compris. Ouais, j'ai parlé au propriétaire qui a dit n'y être jamais allé. C'est tellement courant. Il répétait, je ne sais pas. Il attend depuis 6 heures hier soir, il est maintenant 10 ou 11 heures du matin. Heureusement, on est passé en voiture avec mon 4X4 franchement, sans moi, ta seule option aurait été d'attendre la patrouille frontalière. Ce sont les seuls gens comme ça, avec 5 éleveurs, et c'est à peu près tout ici en bas. En fait, ça s'est passé beaucoup plus facilement que je ne le pensais. Je croyais que j'allais devoir y aller à fond, mais doucement et lentement, ça a suffi. On peut vraiment se retrouver en mode l'homme contre la nature ici. C'est ça. D'accord. Très bien. Un peu plus, d'accord. Tu sais... Vas-y, Cody, tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Ouais. Continue. Continue. Ouais, mon pote. C'est exactement ça, le but de tout ça. Il y a un vieux dicton. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Je lui ai conseillé d'arrêter. Avec un véhicule à deux roues motrices, les inondations sont pires plus loin. Mais je lui ai dit que c'était la saison des pluies. Il voit qu'une tempête approche et je lui ai donné un site pour suivre la météo ici. Et tu peux entrer tes coordonnées système de positionnement global, ça te donnera une prévision météo très précise. S'il va pleuvoir comme ça et que tu es sur tes 2 derniers jours d'eau, tu dois partir avant ce que tu avais prévu. Ouais. Avant de conclure, assurons-nous que tu arrives bien de l'autre côté. Des choses peuvent mal tourner. Tu sais, la seule façon d'apprendre, c'est par l'expérience, et parfois l'expérience est un professeur cruel. Oui, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Il est bon. Il a réussi à traverser. Ouah! Bonne chance, Cody. Teji est l'une de mes personnes préférées au monde, et j'ai adoré l'emmener ici pour un voyage en camping. C'était vraiment amusant de le voir réfléchir à l'expérience de venir ici et à la récompense d'être dans un décor aussi incroyable. D'abord, c'est quoi cette histoire avec ta chemise? Oui, les fans de Dust Up, si vous vous demandez, ce t-shirt évoque la traite des êtres humains. Ce n'est pas une déclaration woke. Si tu me coupes, je saigne rouge, blanc et bleu comme tout le monde. Je suis aussi texan. Allez. À quel point ce projet est-il fou? C'est dingue. Je ne comprends pas pourquoi Sean choisit de faire ça, mais en même temps, je comprends. Vous savez, parfois, il faut un pionnier pour avancer et ouvrir la voie aux autres. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et je veux dire, allez, ce serait ton jardin. En ce qui concerne les bagarres, c'est ici. C'est le jardin ici. Donc c'est génial. C'est super d'être ici. On est au milieu de nulle part. Aucun contact humain. C'est le mieux que tu puisses avoir. L'essentiel ici,
c'est d'apprendre et tu apprends à survivre. Tu apprends le terrain. On a appris plein de choses sur la géologie pendant ce voyage. On a appris plein de choses sur l'herbe, les plantes, comment les choses poussent et pourquoi elles ne poussent pas. J'ai appris plus de mots que je ne peux m'en souvenir grâce à mon pote ici présent. Mais au final, c'est juste une expérience. Si tu veux sortir et redécouvrir ce que c'est d'être dans la nature et apprendre des choses que tu ne connaissais pas avant, que tu peux ajouter à ta boîte à outils pour la maison ou quand tu pars seul à l'aventure, mais c'est génial. Si tu veux une raison de venir ici et de découvrir un paysage comme celui-ci, le bénévolat est une excellente façon de le faire. Les premiers messages dans la communauté Dust-Ups m'ont vraiment réchauffé le cœur, parce que je ne veux pas que mon projet soit seulement centré sur le ranch Dust-Ups. J'ai la vision de voir cela se produire dans tout l'ouest du Texas et, j'espère, dans les zones désertiques du monde entier. Quand je vois ces premiers messages, ce sont des personnes qui partagent leur propre expérience, qui ont déjà réalisé des projets similaires pour essayer d'établir de l'herbe ou de construire des systèmes de collecte d'eau, et elles partagent en déjà leurs idées et leurs retours entre elles dans le groupe, c'est vraiment génial à voir. Pour parler très franchement, c'est un vrai casse-tête de venir jusqu'ici. Mais cela ne veut pas dire que je regrette du tout ma décision d'avoir acheté ce terrain. Je viens de Fort Worth, ça me prend 9 heures pour arriver à Sierra Blanket, puis il faut encore entre 1h30 et 2h30 sur des routes en terre pour arriver ici. Mais ça en vaut la peine. Est-ce que tu entends ? Le néant absolu, il n'y a pas de vent, il n'y a aucun bruit. Être ici un jour comme aujourd'hui, où c'était un matin d'hiver très froid, mais à mesure que le soleil se lève, la température devient absolument parfaite et j'ai terminé mes corvées. Maintenant, je peux profiter de la création de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir ce petit coin que je peux appeler le mien avec un paysage comme celui-ci. Même si cela signifie emprunter des routes comme celle-ci. Fin de l'épisode d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer ma rencontre avec des entrepreneurs en essayant de les faire venir ici sur le terrain pour que nous puissions enfin commencer à bouger de la terre. Si vous avez apprécié cet épisode, cliquez sur « Partager sous la vidéo ». Cela copiera le lien et vous pourrez l'envoyer à une personne que vous savez qu'elle appréciera cet épisode. Merci d'avoir regardé. C'est le transporteur, c'est un peu nul.